un petit temps d'absence, juste un petit mot sur le pourquoi le temps d'absence. Simplement, cette chaîne va vivre tout le temps au rythme de ma passion pour le catch et que y a des moments, c'était le cas dans le mois et demi qui s'est écoulé, le catch a laissé plutôt place à d'autres passions que j'ai, notamment pour la musique ou le cinéma. Donc comme je regardais un peu moins de catch, j'avais un peu moins cette flamme pour faire des vidéos. Et comme là, il s'agit, la vidéo que je vous propose maintenant, d'une vidéo qui me tient à cœur et que j'avais envie de faire dans les meilleures conditions, j'ai préféré attendre un petit peu. Bon, je vais quand même essayer au moins d'avoir une régularité d'au moins une vidéo par mois, certainement plus, mais bref. Mais voilà, ça peut arriver qu'il y ait des petits temps d'absence, ne vous inquiétez pas, la chaîne n'est pas près de mourir, et si c'était le cas, je le dirais. Alors, la vidéo dont il est question maintenant, de quoi il s'agit? C'est quelque chose de très obscur, je vous dis tout de suite, je ne m'attends pas à faire beaucoup de vues sur cette vidéo, mais c'est quelque chose de très rarement traité, donc je me dis, bon, rien que pour ça, ça vaut le coup, surtout en français, j'ai strictement rien trouvé sur la question en français, et puisque c'est rarement traité et qu'il y a vraiment très peu de choses, j'ai envie d'être complet dessus et de ne pas me limiter dans le temps. Donc la vidéo pourrait durer très longtemps, je ne sais pas encore parce que je la fais au moment où je vous parle, mais du coup je vais certainement mettre le sommaire avec le chrono pour que vous puissiez la regarder en plusieurs fois, peut-être ça sera mieux, et puis aussi faire un va-et-vient, peut-être à revenir sur des parties de la vidéo qui vous seront intéressantes si vous vous mettez à regarder des combats de cette époque-là ou quoi. Donc voilà, je pense que ça sera beaucoup plus pratique comme ça, et c'est un peu le but aussi, quoi. Alors justement le sommaire, juste les trois grandes parties rapidement comme ça. Je vais commencer avec quelques éléments factuels sur le contexte un peu du top 20, parce que finalement quand on dit Puro pré-80, jusqu'où ça va, qu'est-ce que le Puro, bref, des trucs un peu comme ça, le contexte, histoire de, parce que bon, c'est quand même pas forcément évident. La deuxième partie sera vraiment la partie centrale, le truc le plus important, ce qui m'intéresse le plus personnellement ici, c'est d'écrire un peu le style de l'époque, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, vous donner quelques clés peut-être pour pouvoir y accéder plus facilement, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident a priori, etc. Donc voilà, on va vraiment décrire le truc. Et puis enfin, j'attaquerai vraiment le top 20 à proprement parler, que vous pouvez déjà tout de suite regarder en dessous. Je vais le justifier plus ou moins, faire des remarques sur peut-être des lutteurs, certains matchs, peut-être par lesquels commencer, enfin bon, bref, toutes sortes de choses. Mais en général, l'idée c'est que peut-être si ce style peut vous intéresser, que vous le sachiez, et que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir y accéder, parce que c'est pas forcément évident. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être intéressés par ça, mais qui ne le savent même pas, ou qui pourraient être intéressés par ça, qui essayent, et qui sont vite découragés parce qu'ils tombent peut-être sur des matchs qui sont pas très évidents à regarder quand on ne connaît pas, ou qui ne saisissent pas vraiment le sens de tout ce qu'on voit, parce que c'est vraiment très différent pour le coup. C'est ce qui m'a attiré moi en fait, c'est que j'avais l'impression de connaître un peu tout le catch, hein, plus ou moins les différentes époques et tout ça, mais là c'était vraiment très déstabilisant, très différent ce que j'ai vu, et c'est pour ça que j'ai voulu creuser. Alors justement, avant de commencer vraiment la première partie, je précise juste que j'ai fait cette recherche-là grâce à un forum qui s'appelle puroresu.tv, vous pouvez tout de suite aller voir, donc je me suis inscrit dessus. C'est un forum, on n'est pas très nombreux dessus, ça a été créé par un Australien qui a à peu près mon âge, et en fait je me retrouve pas mal avec les gens de là-bas, il y a des gens du monde entier, Irlande, Croatie, Japon, Australie, bref, États-Unis bien entendu, et je me retrouve pas mal, il n'y a pas grand monde, mais du coup je trouve que les discussions sont plus dans ce que j'attends. Donc si vous aimez le style de mes vidéos, vous avez des chances d'aimer ce qui est écrit sur ce forum là, donc allez faire un tour, et si vous parlez anglais, pourquoi pas vous inscrire. Voilà. Et il y a donc un topic sur le Puro pré-80 dont il est question. Alors justement, première partie, je fais un signe pour que vous puissiez le voir. Donc première partie, je vais attaquer par une question toute con, mais après tout, puisque je parle de pré-80, je parle forcément de la genèse. Qu'est-ce que le Puro? Alors Puro, c'est le diminutif du mot Puro Resu, ça vous le savez certainement. Et Puro Resu, en fait, ça vous ne le savez peut-être pas, c'est en fait la transcription écrite d'un japonais qui dit le mot Pro Wrestling. Simplement un japonais, quand il dit Pro Wrestling, ça donne en gros Puro Wrestling. Voilà, donc on a transcrit par Puro Resu. Mais en fait, c'est du Pro Wrestling, simplement du Pro Wrestling fait par les japonais. Et c'est devenu un terme qui renvoie à un style, parce que finalement, le Pro Wrestling fait par les japonais a été fortement influencé par la culture japonaise, avec plein de trucs, notamment qu'on peut voir dans les mangas, le Fighting Spirit, des trucs comme ça, ou aussi le fait que une bonne partie, je crois plus de 2/3 de la population pratique ou a pratiqué un art martial, et forcément ça influence. De la même façon que le pro wrestling américain a été influencé par pas mal d'éléments au fil des années, bon bref. Donc, maintenant c'est très différent, mais si on compare le Puro par exemple des années 70 avec le pro wrestling des années 70, c'est à peu près proche. Et depuis ça s'est beaucoup différencié. Voilà. Alors quand est-ce que ça a été créé le Puro, puisque je parle de la genèse? Ça a été créé dans les années 50, donc bien après le pro wrestling des US, ou même le catch wrestling comme on l'appelle en Europe. Et donc ça a été créé bien après, en fait, après la Seconde Guerre mondiale.
Et justement, je parle de la Seconde Guerre mondiale parce que ça a été créé pas mal sur l'opposition entre les Japonais, qui sont et qui se sentent légitimes en termes d'arts martiaux et en sport de combat, contre les Gaijin, c'est-à-dire les non-japonais, qui eux étaient réputés comme les meilleurs en termes de pro wrestling qui faisaient figure à l'époque, puisqu'on n'avait pas de combat libre, peu, à ce que je sache, de meilleurs combattants du monde, on va dire tout style confondu. Et du coup, on a eu des lutteurs, notamment Rikidozan, qui était un ancien sumotori, qui affrontait des Lutez ou des gars comme ça, donc américains, à l'époque. C'est comme ça que c'est né. On peut vraiment dire que le Puro est né du fait de la venue des Américains au Japon et de l'opposition contre les combattants japonais, mais qui n'étaient pas des combattants de catch en fait. C'était des personnes qui se battaient vraiment dans d'autres styles de combat, comme le sumo ou le judo. Voilà. Et du coup, on peut se dire qu'il n'y a pas vraiment de vrais catcheurs japonais avant le milieu des années 60, années 70. Et souvent, ça va être des catcheurs qui vont être formés en partie par des Américains. Donc ça montre vraiment l'impact des Américains, mais même des Européens, sur le catch japonais, et c'est ensuite que ça va se développer. Alors justement, pour donner un peu une idée d'une vue d'ensemble, un peu d'une généalogie du Puro, si vous voulez, on peut imaginer que le premier, d'ailleurs il est surnommé le père du Puro, c'est Rikidozan, c'était un sumotori qui a été un petit peu considéré comme le meilleur combattant japonais, donc c'est lui qui affrontait les champions du monde, Lutez, des gars comme ça, Destroyer, etc. Et lui luttait dans une fédération qui s'appelle la Japan Wrestling Association, JWA, enfin JWA, ouais, clair. De cette fédération-là sont nés d'autres lutteurs, donc notamment Antonio Inoki et Giant Baba, on va parler juste de eux pour l'instant, qui sont devenus les nouvelles stars de la fédération JWA quand Rikidozan a pris sa retraite. Et chacun de leur côté, Inoki et Baba vont créer chacun une fédération, donc Inoki de son côté avec la New Japan, qui existe encore aujourd'hui, et Giant Baba de son côté avec la All Japan, qui existe encore aujourd'hui. Si on continue un peu l'arbre généalogique, si vous voulez, du côté de la New Japan, Inoki s'est retiré, il a créé Inoki Genome, donc ça n'a rien à voir, c'est du shoot, mais vraiment le truc le plus proche entre catch et combat libre que vous puissiez imaginer. Et la New Japan a continué sans Inoki, donc Inoki actuellement n'est plus du tout décisionnaire à la New Japan. Et du côté de la All Japan, à la mort de Giant Baba, puisqu'il est mort, sa femme a gardé la All Japan, mais beaucoup de lutteurs n'étaient pas d'accord avec les décisions de cette personne, notamment Misawa, Kobashi, tout ça, qui sont partis créer une autre fédération qui s'appelle la Noah, qui existe encore aujourd'hui. Donc finalement, de la All Japan de Giant Baba, vous avez deux fédérations, All Japan actuelle, donc souvent on l'appelle post-Exode, et la Noah. Bon, la Noah qui est un peu en péril actuellement d'ailleurs, donc ça se trouve ils vont se retrouver à se refusionner un jour, je l'espère en tout cas, mais bon, bref. Voilà. Et donc à l'époque dont il est question, c'est ce que je voulais dire, avant les années 80, finalement les seules fédérations dont on peut vraiment parler, c'est la JWA, donc jusqu'à 72, et à partir de 72 jusqu'à 1980, New Japan Pro Wrestling d'un côté, All Japan Pro Wrestling de l'autre. Il y a une autre fédération qui existe, mais qui n'est pas vraiment une fédération japonaise, c'est la IWE, qui est reliée en fait avec les fédérations américaines, notamment la AWA. Bref, c'est pas très pertinent d'aller développer cette histoire-là. Voilà. Donc, deuxième partie, le style. Donc, de quoi il s'agit Donc, le style, je le disais, il a été influencé par le style américain. Et je pense que les Japonais, alors ça c'est un peu une supposition, mais c'est le sentiment que j'ai eu, ont un peu pris dans ce style de catch de l'époque, ce qui leur paraissait le plus légitime. Et du coup, ce qui leur paraissait légitime, c'est ce qui, si vous voulez, peut vraiment servir à gagner un combat réel, quoi, si vous voulez. Et donc, notamment, ce qu'ils ont pris, c'est toutes ces histoires de catch as catch can style. Alors, le catch as catch can style, pourquoi c'est légitime? Une preuve de ça, c'est que un ancien champion du monde UFC, Josh Barnett, a été entraîné par Billy Robinson, qui figure très régulièrement dans mon classement de top 20 des meilleurs combats de l'époque, qui était un petit peu l'une des plus grandes légendes du catch as catch can style. Et l'incarnation la plus célèbre en termes de pro wrestling du catch as catch can style, c'est Lutez. Alors qu'est-ce que c'est que le catch as catch can style? Parce qu'il faut quand même le dire. C'est la même chose que ce qu'on appelle parfois le catch wrestling, c'est le style souvent qu'on associe au style européen, mais même si finalement avant il y avait aussi pas mal d'Américains qui faisaient ça. L'idée c'est un style de lutte. Alors là je dis lutte exprès, presque lutte gréco-romaine, machin, où l'idée c'est qu'on attrape tout ce qui dépasse, tous les membres, donc tête, jambes, bras.
Et à partir de là, on immobilise l'adversaire, on fait ce qu'on appelle des hooks, qui vont viser à user l'adversaire, à le contraindre à bouger. Et ça fait une espèce de partie d'échecs, et à terme, on peut le bloquer et lui faire qu'il ait les épaules sur le sol. Et pour le compte de 3, lorsqu'il s'agit de pro wrestling, pour le compte de 1, quand il s'agit de lutte amateur, ça vous donne la victoire. Donc ça vient de là, en fait. Donc c'était très, très, très lié avec finalement du combat réel. Et à l'époque, il y avait très peu de fight, style brawling, frappe au visage, trucs comme ça. Parce que finalement, ça allait être difficile d'avoir l'air légitime là-dedans, sachant que tu prends une droite, normalement t'es KO, quoi, plus ou moins. Donc bon. Alors petit à petit, ils sont venus à en rajouter parce que c'est intense, c'est spectaculaire, c'est fun à voir. Ils ont ajouté l'élément, le fait qu'on puisse pas frapper la main fermée pour rendre ça un peu plus plausible, etc. Bon, ça, ce que je dis là, c'est valable aussi pour le pro wrestling américain ou européen, mais voilà, je dirais que c'est cet élément-là, il n'y a pas que ça dans le pro wrestling, mais c'est cet élément-là que les Japonais ont le plus conservé. Donc du coup, ce que ça donne sur le style véritablement, l'idée c'est qu'on ne cherche pas à en faire trop, on ne cherche pas à faire le mec qui est KO et qui revient, ou des trucs de fou. On en garde vachement sous le pied, on essaie de ne pas essouffler le fan avec des finishes climatiques à chaque fois, de ce qu'on appelle de l'overkill, c'est ce qu'on voit beaucoup à la Ring of Honor ou à la Pro Wrestling Area, c'est-à-dire les kick-out où le mec prend un kick dans la tête, on croit qu'il est mort, puis il fait kick-out, il revient, l'autre prend un move de balade, etc. On évite de faire ça. Quand un mec réussit à prendre l'avantage véritablement, c'est-à-dire à placer un big move, en général il gagne le match grâce à ça. Et toute l'histoire et c'est ça que je trouve génial, moi, en fait, dans ce style, ça va de savoir comment le gars va réussir à placer un big move. Donc l'idée c'est presque plus de contrôler l'adversaire, de ne pas se mettre en danger, et d'essayer d'avancer ses billes, d'avancer ses pions comme ça, petit à petit, pour avancer vers une position qui est potentiellement décisive, soit parce que ça force l'adversaire à réagir, et que selon comment il va réagir, il va commettre des erreurs, on va pouvoir le choper dans une clé, une soumission, n'importe quoi, soit trouver une position qui va permettre de placer un big move. C'est vraiment, c'est très particulier. Finalement, c'est cette escalade vers le big move qui est intéressante, plus que le move en lui-même. Donc c'est extrêmement différent de ce qu'on peut voir, notamment aujourd'hui dans toutes les fédérations indies, je trouve. Et qui parfois d'ailleurs se veulent l'héritage de ce style de lutte, mais pour moi c'est juste l'opposé en fait. Finalement la WWE est plus proche de ça avec cette histoire de finisher et tout ça que les fédérations comme la Ring of Honor ou la Pro Wrestling Area ou d'autres, hein, d'ailleurs à Shikara, on peut citer n'importe lesquels. Et finalement ça rend les big moves beaucoup plus nets. Je trouve l'impact de ces moves là, je prends un exemple d'un German, quand un German sort, l'impact est juste énormissime parce que on se rend compte de toute la difficulté de pouvoir placer un German et que quand il réussit à le placer, waouh! Puis on se dit en plus c'est sûrement la fin, alors si le mec fait un kick-out en plus, c'est juste la grosse folie, quoi. Alors que finalement on a juste vu un German et un mec faire un kick-out. Finalement c'est la même chose, mais tout le préparatif derrière est bien meilleur. Et justement, on crédibilise à fond ces moves là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'histoire de finisher ou quoi. Un backbreaker, ça peut finir un match parce que c'est un big move et que ça a l'air d'être violent et que le mec il prend un backbreaker, il a l'air d'être moitié paralysé dans le dos et clac. C'est vraiment... faut prendre ça en compte. Alors je vais aller dans des exemples plus précis, peut-être en détaillant les matchs plus tard. Mais c'est vraiment... Là j'essaie de donner vraiment comment lire les matchs. Et du coup, si vous tombez sur un match de l'époque, n'allez pas vous trouver gêné par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de moves de portée, mais essayez vraiment de voir, essayez de comprendre ce que les gars essayent de faire, où est-ce qu'ils essayent d'aller. Souvent, dans les bons matchs, en fait, normalement, on voit, par exemple, le gars, il essaye plusieurs fois de placer une clé, et puis l'autre a toujours la sortie. Du coup, le mec va se dire, alors là, il trouve cette sortie-là à ce move-là, donc je vais essayer de contrer sa sortie, etc. Ça donne des trucs assez hallucinants comme ça. Des contres. Bon, ouais. C'est assez délirant. Donc, voilà. L'idéal, ce serait quand même que vous voyez des combats et que vous réécoutiez tout ce que je viens de dire là, pour pouvoir avoir des illustrations en tête de tout ce que je viens de dire, parce que c'est pas évident. Je suppose qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais vu de combat de l'époque. C'était mon cas il y a quelques mois, donc bon, il n'y a rien de mal à ça. Et qui du coup ne voient pas forcément de façon concrète de quoi il s'agit. Mais parfois on a eu des combats récents qui, je trouve, ont pas mal fait ont été pas mal influencés par ce style-là, ont pas mal fait office d'héritage de ce style-là. D'ailleurs, faut quand même préciser qu'il y a beaucoup de combats de l'époque qui sont des 2 out of 3 falls. J'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. C'est-à-dire des combats où, parce que vu qu'un big move et souvent c'est fini après, autant avoir un 2 out of 3 falls, du coup on voit le mec qui est KO, il a 5 minutes pour récupérer, il revient. Et cette fois-ci il sait qu'il faut pas qu'il fasse tel truc pour pas se prendre le big move, donc l'autre faut qu'il trouve un autre truc, etc. C'est assez intéressant. Si vous avez bien aimé le 2 out of 3 falls entre Sheamus et Bryan, à la limite c'est peut-être
une bonne piste, parce qu'on a un peu la même idée avec beaucoup moins de moves de portée, mais la même idée que le mec qui prend le premier fall doit faire tout un comeback pour pouvoir revenir, etc. Voilà. Alors, mon top. Le premier truc qu'on peut se dire, donc top 20, c'est qu'on a 20 combats, et que sur 20 combats qui s'étalent sur plusieurs décennies, eh bien, on n'a pas un top entier avec que des matchs à 4 étoiles ou plus. Donc on peut se dire, bon bah s'il n'y a pas un top si top que ça. Mais en fait, il faut quand même que je précise un truc tout de suite, c'est que, et ça c'est pas que valable d'ailleurs pour le Puro, mais c'est notamment valable pour le Puro, à l'époque, c'est très différent aujourd'hui, il y a très peu de shows et très peu de gros combats. Ce que j'appelle les gros combats, c'est que par exemple dans un Raw ou dans un SmackDown, vous allez souvent avoir aujourd'hui deux main eventers qui vont s'affronter ou au moins être mis dans le même combat. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien à l'époque, ça arrivait peut-être. On prend un gros nom, mettons Giant Baba, il allait avoir, ou Inoki, ils allaient avoir peut-être 5-6 gros combats dans une année. Bon. Donc tout de suite, ça limite en termes de quantité le nombre de combats potentiellement qui peut potentiellement arriver sur un top 20 ou ce genre de truc. Ajoutez à ça qu'il y avait très peu de lutteurs japonais. Donc il fallait quand même qu'il y ait des gaijin avec eux pour pouvoir avoir des beaux combats la plupart du temps. Et d'ailleurs quand on regarde mon top, on voit que quasiment tous les combats opposent soit deux gaijin, soit un gaijin et un japonais. Gaijin, j'ai peut-être pas dit, mais c'est simplement le terme pour envoyer à un lutteur qui n'est pas japonais. Hein. Je l'ai peut-être pas dit, mais bref. Et comme les gaijin souvent luttaient dans d'autres fédérations, notamment les territoires de la NWA, ils étaient occupés, donc ils venaient pas non plus toutes les semaines ou tous les mois aller faire des combats. Donc là encore, ça raréfiait encore un peu plus les gros combats. Donc d'une manière générale, les gros combats potentiellement match of the year qu'on peut avoir, je sais pas, dans une année de WWE, il y en a peut-être 300. Franchement, si on regarde à tous les Raw, tous les SmackDown, potentiellement, ils peuvent sortir des trucs, puisqu'il y a des oppositions entre des gros noms, plus les pay-per-view. Et bien là, peut-être sur 10 ans, il y en a 300. C'est-à-dire que vous avez l'équivalent en termes de quantité sur 10 ans de ce qu'on a aujourd'hui en un an. On va me dire, oh, c'était pas cool et tout machin. Et du coup, ces combats-là, je trouve qu'ils avaient une saveur bien plus importante aussi. Tous ceux qui ont connu le catch old school, même avant la Attitude Era, les fédérations ont gardé quand même pas mal sous le pied, c'est-à-dire qu'ils évitaient de sortir des gros combats trop souvent. Ou quand tu avais un combat, par exemple Bret Hart, Shawn Michaels, ça finissait par un draw, ou mettons, c'était le cas avec Bret Hart Diesel. Le rematch, il venait pas le mois suivant, il venait presque un an après ou 6 mois après. Et du coup, quand il venait, t'étais vachement plus teasé. Je peux prendre l'exemple là dans ce dont il est question. Le match entre Dory Funk et Antonio Inoki, il y en a eu un qui a eu lieu, je crois, en fin 1969, et le rematch a eu lieu août 70, donc plus de 6 mois après. Alors qu'il y a eu un match nul et que bon, c'était pour le titre, etc. Ouais. Ça laisse le règne de Dory Funk continuer 6 mois, si vous voulez, c'est quand même assez hallucinant de se dire ça aujourd'hui. C'est comme si CM Punk faisait un draw contre Cena demain, et que le rematch de Cena venait dans 6 mois. On n'imagine pas vraiment ça. Bref. Donc voilà, donc du coup au niveau quantité, le top est pas si mauvais que ça, parce que bon, je suis pas sûr si je faisais le top 20 de l'année WWE, ou de 2 ans de WWE, c'est qui vaudrait à peu près à la quantité de ce que j'ai. Surtout là, j'aurais autant de grosses notes. Alors, regardons un petit peu les notes justement. Il y a quand même un 5-star match, alors ça faudrait que j'en reparle, je ferai peut-être une vidéo sur mes 5-star matchs, j'en ai pas 40 donc je pourrais le faire. Pour moi c'est l'incarnation la plus parfaite du style de l'époque, et ça me donne vraiment très envie d'aller regarder la AWA des années 70, puisque en fait ces deux lutteurs qui luttaient à la AWA, c'est pour le titre AWA qui était détenu par Verne Gagne, qui est le créateur de la AWA et le patron d'ailleurs, mais qui a eu lieu sur le sol japonais, et je compte puisqu'il a eu lieu sous la fédération IWA. C'est assez ironique d'ailleurs de se dire que le match numéro 1 de mon top n'est pas un match de la All Japan ou de la New Japan ni de la Japan Wrestling Association. Enfin, c'est le seul combat d'ailleurs dans le top qui n'appartient pas à une de ces fédérations-là. Ouais. Il y a peut-être l'exception du numéro 16 là, qui est un show en commun. Bref. Voilà, mais sinon, il y a quand même pas mal de combats qui sont à plus de 4. Si on prend, on a 13 combats que je note à plus de 4. Donc c'est quand même assez énorme sur une année. Si je prends une année sur toute fédération confondue, là par exemple 2012, toute fédération confondue, je suis pas sûr j'aurais 20 matchs à plus de 4. Et toute fédération confondue, ça fait une sacrée quantité de matchs. Donc là, voilà, c'est pas mal du tout. Après, c'est pas non plus hors du commun. Je vais pas venir et vous dire que c'était mieux dans les années 60, faut même pas déconner. Voilà, je pourrais pas regarder ça toutes les semaines pendant un an sans finir par me lasser, c'est clair. Mais voilà, quand c'est vraiment bien, c'est vraiment hyper bien. Ce que je peux dire. Donc, voilà. Alors, le premier truc que je voulais dire, c'était au niveau des records un petit peu.
j'aime bien faire ça quand je fais des tops qui ne sont pas des tops de lutteurs, les records entre guillemets, c'est-à-dire quelle fédération la plus représentée. J'ai 10 combats de la All Japan Pro Wrestling, 4 de la New Japan et 4 de la JWA plus 1 donc de la IWE. Donc ça montre quand même que la All Japan était probablement la meilleure fédération donc des années 70, puisqu'elle n'existe pas dans les années 60. Donc ça c'est déjà un petit enseignement. Alors c'est peut-être mes goûts perso. Je pense aussi que c'est pas mal lié au fait que les gaijins qui sont venus à la All Japan étaient à mon avis des meilleurs gaijins, notamment des gars comme Billy Robinson est beaucoup plus venu par là-bas. Les frères Funk, donc Dory Funk et Terry Funk, même s'ils sont venus aussi un petit peu à la New Japan je pense, mais voilà, Billy Robinson notamment. Plus le fait que au niveau des jeunes pousses qui sont vraiment des personnes qui ont commencé à la All Japan, on a Jumbo Tsuruta qui est quand même peut-être le meilleur lutteur japonais de tous les temps. En face on a Fujinami, mais il est vraiment très jeune, il sort vraiment tout à la fin des années 70, tandis que Tsuruta dès 74-75 il est déjà opérationnel. Donc un japonais de plus ça fait vraiment la différence, sachant qu'il n'y en avait pas beaucoup. Giant Baba, Inoki ça se voit à peu près, donc voilà, tout de suite ça mousse beaucoup plus vite, quoi. Ça peut tout de suite plus rapidement offrir des combats de très très haut standing. Donc voilà, je pense que la All Japan était un peu supérieure à l'époque, ça ne sera pas forcément le cas dans les années 80, je ferai peut-être un truc sur les années 80 de ces 4. Au niveau des lutteurs maintenant, alors le lutteur le plus représenté, donc que je vais lire un petit peu officiellement, le meilleur lutteur de Puro, c'est un peu bizarre de dire de Puro parce qu'il ne s'agit pas d'un lutteur japonais, pour la période donc pré-80, pour moi c'est clairement et largement Billy Robinson. Je suis juste devenu un énorme fan de ce gars-là, c'est une grosse tuerie, c'est simplement... alors, je pense que c'est le lutteur le plus oublié, sous-estimé de l'histoire, et c'est assez drôle d'ailleurs, une petite anecdote. Il y avait eu un sondage, enfin une petite interview plutôt, sur www.com, donc soumis aux lutteurs actuels de la WWE, c'était il y a un an, un truc comme ça. On leur demandait quel était le lutteur le plus sous-estimé, oublié pour eux de l'histoire. Donc je sais plus, Dolph Ziggler avait dit Billy Gunn, c'est vrai qu'il est pas mal sous-estimé je pense. Je crois que Matt Striker avait dit Buzz Sawyer puisque c'est celui qui l'a formé, c'est vrai que Buzz Sawyer beaucoup de gens ne connaissent pas. Et donc Daniel Bryan Danielson bref, a dit lui Billy Robinson. Et quand j'avais vu ça, moi je connaissais pas du tout Billy Robinson, c'est un anglais. Et je me suis dit, tiens, c'est assez sympa que ce mec-là sorte un gars des années 70, tout ça, surtout qu'on voit qu'un peu son style parfois est influencé par ça, notamment sa façon de faire des soumissions, tout ça. Et du coup, maintenant que je vois Billy Robinson, je me dis, je suis complètement d'accord avec lui. Si je devais citer le lutteur le plus sous-estimé de l'histoire, le plus oublié plutôt, parce qu'il n'est pas sous-estimé, quand les gens le connaissent, ils l'estiment. Simplement, les gens ne le connaissent pas forcément. Je dirais en effet Billy Robinson, c'est vraiment extraordinaire, parce qu'il rend ce style-là, qui est quand même pas évident, facile à regarder. D'ailleurs, si vous voulez débuter dans le style, regardez des combats avec Billy Robinson. Ce gars-là va vous donner, va rendre saillant finalement tous les éléments sur lesquels vous allez pouvoir vous raccrocher pour bien suivre le déroulement du combat. Celui avec Vern Gagne, celui que j'ai noté à 5 stars, est quand même assez facile à regarder. Relativement, hein, parce que bon, c'est quand même assez particulier. Voilà, donc c'est pour moi le meilleur lutteur de l'époque, avec 6 combats dans le top 20, les 6 dans le top 10 d'ailleurs. Et si on fait le top 3, je crois qu'il est, il est sur les 3 marches du podium top 3. C'est quand même assez hallucinant. Le second, alors c'est assez serré après, j'ai Giant Baba qui figure 6 fois aussi dans le top 10, mais seulement 3 fois 6 fois dans le top 20, pardon, seulement 3 fois dans le top 10. Alors Giant Baba c'est quand même un autre style, s'il est surnommé, alors son vrai nom c'est Shohei Baba, connu sous le nom de Giant Baba, parce qu'en fait c'est un mec qui fait 2 mètres. Mais ce qui est assez étonnant avec lui, c'est que c'est pas un gars qui fait 2 mètres et qui fait du Big Show ou Khalid Kali ou que sais-je, c'est-à-dire qu'il fait style que parce qu'il fait 2 mètres il est extrêmement destructeur. C'est un mec qui fait 2 mètres mais qui se sert finalement de son allonge pour jamais être en danger. Donc c'est assez intéressant à voir, mais je pense que c'est assez déstabilisant du coup de voir des combats avec Giant Baba, même si celui contre Billy Robinson est assez facile à regarder. Mais je vous déconseille de commencer par Giant Baba The Destroyer qui est un combat extrêmement connu, ou même Giant Baba San Martino qui sont vraiment pas évidents à regarder pour commencer, parce que le style de Giant Baba est vraiment atypique. Puis le mec, bon, si vous aimez Akira Taoe, vous pouvez aimer Giant Baba, parce qu'Akira Taoe, peut-être vous le connaissez, c'est à peu près une réplique en plus petit de Giant Baba, mais Taoe comme Baba, ils paraissent pas du tout crédibles. Quand on les voit arriver, on dirait des grands tout maigres. Il faut vraiment regarder le combat avec les bons yeux, si je puis dire, pour comprendre
la logique derrière ces galas et pourquoi les Japonais et tout le public a embarqué derrière ces galas. Donc c'est très particulier. Beaucoup plus accessible, Jumbo Tsuruta, 5 combats dans le top 20, 3 dans le top 10. Il sera nettement meilleur dans les années 80 et 90, où il va devenir juste une grosse tuerie. Moi j'adore ce mec là. Jumbo Tsuruta, c'est l'un des premiers lutteurs japonais à avoir été formé directement aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup. Lui, il s'est pas fait chier, il a été directement voir Dory Funk Senior. Et il a été formé avec Terry Funk et Dory Funk Junior. Et d'ailleurs, il a donné un combat assez connu contre Terry Funk. Et il a eu pas mal de combats contre Dory Funk et Terry Funk dans l'histoire, puisqu'ils s'entendent bien. Et du coup, son style est beaucoup plus un style de lutteur américain. Mais ça reste un japonais, Jumbo Tsuruta, et du coup, il est devenu très rapidement une grande star. Et quand on demande aux japonais qui ont grandi dans les années 70-80 quelle était leur idole quand ils étaient jeunes, c'est souvent Jumbo Tsuruta qui ressort. Je sais que Tajiri l'avait dit dans une interview que j'avais vue notamment. Et voilà, c'est pour vous dire un petit peu la légende que c'est. On connaît beaucoup, nous, on va dire, occidentaux, Misawa, Kobashi, machin. Mais je pense qu'au Japon, encore plus estimé que ces gars-là, on a Inoki, Tsuruta notamment, et Giant Baba. Voilà. Alors justement, Inoki, il figure pas tant que ça dans mon top 20, seulement 4 fois, une fois dans le top 10 seulement. J'étais un peu déçu d'Antonio Inoki parce que j'avais vu des bonnes choses de lui. Mais c'est vrai qu'il a un style de lutte qui est beaucoup moins accessible. Ses combats vont vite durer 1 heure. Alors, il y a des combats d'1 heure, hein. C'est vrai que des fois c'est un peu long. Et surtout, lui, on sent que c'est vraiment... il aime bien cette histoire de statu quo, de trucs verrouillés comme ça, on est en contrôle et machin, ça avance pas. Bon, c'est pas le plus passionnant à regarder, il faut bien se le dire. Mais du coup, je pense il accordait beaucoup d'importance à garder le truc le plus réaliste possible. Et je veux dire, quand je dis ça, forcément j'ai en tête le fait qu'il a quitté la New Japan pour faire la Inoki Genome, qui est le truc le plus réaliste possible en termes de cash. Bon, je pense que c'est pas innocent. D'ailleurs, Inoki, j'ai pas parlé trop de lui tout à l'heure, mais s'il y a eu la New Japan qui a été créée, c'est parce qu'il a été viré de la Japan Wrestling Association parce qu'il avait l'intention d'en prendre le contrôle. Donc c'est quand même aussi, on voit un gros politicien backstage. Donc il y a plein de trucs de connus avec Inoki. Franchement, allez sur son Wikipédia anglais, il y a plein de trucs à apprendre sur lui, c'est assez hallucinant. Il a fait des trucs. Enfin, bref, c'est vraiment, c'est toujours dingue. On apprend toujours des trucs incroyables sur Inoki. Voilà. Alors, maintenant, quels sont les meilleurs combats avec lesquels commencer si vous voulez découvrir un peu ce style de catch. Alors je vous ai dit tout à l'heure, les combats avec Billy Robinson, pas tous. Bon, moi je vous conseillerais quand même pas de commencer avec Billy Robinson Verne Gagne, parce que c'est mon préféré et que du coup, j'aimerais autant que vous le découvriez une fois que vous êtes un petit peu aguerri pour pouvoir le kiffer autant que moi. Maintenant, c'est peut-être un petit peu moi qui le protège, mais ce combat-là est vraiment très bien pour commencer, même s'il dure un peu longtemps. Un bon combat pour commencer, je pense que Giant Baba Billy Robinson, bizarrement, parce qu'il y a Giant Baba dedans, fonctionne bien parce qu'il est assez court et qu'il est vraiment très très lisible. Super performance de Billy Robinson qui a limite porté Giant Baba dans un match de très haute qualité, parce que Baba assez rapidement, on va dire à peu près à partir de 73-74 devient un petit peu limite dans le ring parce qu'il commence à perdre un peu son physique. C'est un peu le problème des très gros gabarits, enfin grands gabarits pour le coup. Un autre combat qui est pas mal pour débuter, c'est Tsuruta Robinson, parce que je pense que Tsuruta a un style assez accessible aussi, assez évident, et Robinson fait encore une très bonne performance. Maintenant, c'est un combat assez long, je crois, celui de 77, qui est en numéro 3, alors qu'il y en a un autre, celui que j'ai classé en numéro 9, qui est peut-être un peu plus court, mais il est un peu moins bien aussi, donc à voir, peut-être pour découvrir. Et sinon, un bon combat pour découvrir aussi, parce que finalement, je le trouve fun, c'est Go Ryuma contre Fujinami Tatsumi. À New Japan, il y en a 2, donc vous pouvez regarder les deux. L'avantage de ces combats-là, c'est qu'ils sont très dynamiques, ce sont des junior heavyweight. Fujinami, avant d'être un champion poids lourd de grande renommée, était un junior. Et du coup, ça bouge vite, etc. C'est vraiment assez fun à regarder. Il y a déjà quelques springboards, enfin, non, je suis pas sûr qu'il y ait des springboards, mais il y a des planchas. Il y a des trucs de suicide dive, il y a déjà quelques moves comme ça qui, pour l'époque, sont vraiment énormissimes. Et puis Fujinami, c'est juste... voilà, c'est toujours un régal de le voir, mais Ryuma est pas mal non plus, hein, franchement. Je le connaissais pas, moi, Go Ryuma. Donc voilà. Après, il y a des combats qui sont, je dirais, à garder pour si vraiment vous kiffez le style, notamment Mil Mascaras Destroyer. Je trouve que c'est vraiment un truc à ne pas voir trop tôt. Baba Sammartino, pareil, ou sinon le très connu Giant Baba Destroyer de 69.
qui a été longtemps considéré comme le meilleur combat de l'histoire du Puro. D'ailleurs, j'ai pas parlé d'un truc, mais juste à l'époque, les ratings étaient juste hallucinants, puisqu'il y avait eu, je crois pour le combat, je l'ai pas noté la mince. Il y avait eu un rating pour le combat entre Rikidozan et Lutez. Je crois que j'avais 2/3 des télévisions japonaises qui étaient allumées sur le match, un truc comme ça. C'est officiellement, je crois, les combats les plus vus de l'histoire du catch, tout pays confondu. C'est quand même assez hallucinant. Petite anecdote comme ça. Voilà. Donc maintenant, le mieux que je puisse faire, c'est de m'arrêter là et de vous laisser poser des questions si vous voulez en savoir plus. Et je répondrai par écrit en dessous. Voilà, j'ai essayé quand même de ne pas faire trop long et de faire quelque chose d'à peu près accessible en une demi-heure. Bon, c'est pas mal. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça servira et que ça intéressera un maximum de gens. Moi j'ai vraiment kiffé ce style de lutte. J'aurais peut-être pu détailler quelques combats pour illustrer ce que je disais plus tôt, mais du coup je pense peut-être que je ferai une vidéo sur mes 5-star matchs et je parlerai du Billy Robinson Verne Gagne à ce moment-là. Ou peut-être je fais des vidéos pour chacun de mes 5-star matchs, après tout j'en ai pas beaucoup et vu que c'est des 5 stars en particulier, ça peut être un futur concept, bref. Voilà, je pense que ça aurait pu être un peu long, mais n'hésitez pas vraiment à poser des questions et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine avec je ne sais pas quoi, certainement quelque chose de plus contemporain et accessible. Bye.